Depuis ses origines, l'humanité a prêté aux pierres précieuses des propriétés surnaturelles. Alors, à ce jour, aucune étude n'a su démontrer l'existence de ces pouvoirs magiques. Mais cela n'a pas arrêté les auteurs de romans fantastiques, qui adorent créer des univers dans lesquels les pierres précieuses ont des pouvoirs. L'une de ces auteurs a créé, à la fin des années 90, une série de livres racontant l'histoire d'un jeune garçon qui, un jour, découvre qu'il est un sorcier. Tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi? Vous l'avez compris, nous allons aujourd'hui parler de la saga Harry Potter, ou plus précisément des pierres précieuses dans la saga Harry Potter. Mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle exploration gémologique. Juste avant de commencer, je voulais préciser qu'aujourd'hui nous allons parler uniquement des pierres précieuses dans les 7 livres Harry Potter et les 8 films adaptés des livres. Mais nous ne parlerons pas de la saga Les Animaux Fantastiques, ni de la pièce de théâtre, ni des jeux vidéo ou autres adaptations. La saga Harry Potter nous plonge dans un univers magique, dans lequel les objets de notre quotidien obtiennent des pouvoirs surnaturels. Les livres sont vivants, les balais peuvent voler et les lettres peuvent parler d'elles-mêmes. Dans ce genre d'univers, il serait plutôt attendu de découvrir que les pierres précieuses, elles aussi, ont des pouvoirs magiques. Et à Poudlard, l'école de sorcellerie, les pierres précieuses n'ont pas de pouvoir magique. Attends quoi? Un monde magique dans lequel les pierres précieuses n'ont pas de pouvoir? Eh ben oui, dans l'univers d'Harry Potter, les pierres précieuses n'ont pas de pouvoir particulier. Alors oui, elles peuvent servir comme ingrédient pour potions. C'est le cas par exemple de la pierre de lune qui est utilisée pour concocter la potion de paix, mais elles ne sont qu'un ingrédient parmi tant d'autres et n'ont pas de pouvoir spécifique. Pour autant, les pierres précieuses ne sont pas absentes de l'univers d'Harry Potter. Sinon, je ferais pas cette vidéo. Non, les pierres sont bien présentes et d'ailleurs, plusieurs reliques centrales à l'histoire d'Harry Potter contiennent des pierres précieuses. C'est le cas par exemple de l'épée de Godric Gryffondor. Cette épée mesure 86 cm et elle est faite en argent avec une poignée incrustée de rubis. Les livres ne nous donnent pas beaucoup de détails concernant les rubis incrustés sur la poignée, mais grâce au film, on en sait un peu plus. Ce qui saute aux yeux sur cette épée, c'est l'énorme rubis au niveau du pommeau de l'épée. La pierre est ovale et elle doit bien faire 3 ou 4 cm de long, ce qui est tout simplement énorme. Ce qui est intéressant, c'est que l'on peut voir que le rubis dépasse symétriquement de chaque côté du pommeau, ce qui nous indique qu'il ne s'agit pas d'une pierre taillée de façon conventionnelle. Si le rubis était taillé de façon standard, la taille serait composée d'une couronne avec une table plate sur le dessus et d'une culasse pointue sur le dessous. Or, ici, on a plutôt l'impression de voir 2 couronnes et pas de culasse. Donc, 2 possibilités. Soit il s'agit d'un seul gros rubis taillé de façon non conventionnelle avec une table de chaque côté, soit il s'agit de 2 rubis avec une culasse extrêmement plate, voire pas de culasse du tout, qui serait montée de part et d'autre du pommeau. Sur le bout du pommeau, ainsi que de chaque côté de la garde de l'épée, se trouvent des rubis en taille cabochon. La taille cabochon est une taille en forme de dôme lisse qui n'a pas de facette plane. En plus de ces cabochons, on retrouve sur la fusée de l'épée, de part et d'autre, 3 petits rubis incrustés. Il est assez difficile d'estimer la valeur totale de ces pierres, car les images du film ne sont pas très nettes concernant les détails des rubis, notamment leur couleur ou la présence ou non d'inclusion. Mais au vu de sa taille, la pierre principale pourrait à elle seule valoir plusieurs millions d'euros. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe sur ce point, mais à partir du moment où la poignée de l'épée est incrustée de pierres précieuses, je pense que l'épée de Gryffondor est une épée d'apparat et non d'une épée de combat, car les pierres précieuses pourraient venir entraver l'utilisation de l'épée, voire elles pourraient même blesser celui qui la manipule. De plus, dans un monde magique, l'utilité d'une épée doit être relativement limitée. Une autre relique ayant appartenu à l'un des fondateurs de Poudlard contient des pierres précieuses. Il s'agit du diadème de Rowena Serdaigle.
Dans les livres, il est décrit comme un petit diadème ouvragé sur lequel est écrit « Tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit ». Dans les films, on découvre un diadème en forme d'oiseau dont les ailes sont recouvertes de pierres blanches et au centre sont serties des pierres bleues. La nature de ces pierres ne nous est pas révélée, mais on peut essayer de deviner tout ça. Concernant les pierres blanches qui recouvrent les ailes de l'oiseau, je pense pouvoir affirmer sans trop de doute qu'il s'agit de diamants, car c'est la pierre blanche par défaut que l'on utilise lorsqu'on veut faire des pavages. Concernant les pierres bleues au centre du diadème, il y a plusieurs possibilités. Il pourrait s'agir de topaz bleu, peut-être aussi d'aigle marine, mais ma théorie, c'est qu'il s'agit de saphir. Si j'aimais cette hypothèse, c'est parce que, dans certaines croyances, le saphir est un symbole de sagesse. Or, dans Harry Potter, l'une des valeurs de Serre d'Aigle est justement la sagesse. Tout comme les rubis de l'épée de Gryffondor, les saphirs du diadème de Serre d'Aigle pourraient valoir plusieurs millions d'euros, d'autant plus si on considère leur importance historique dans l'histoire d'Harry Potter. Il y a cependant un anachronisme concernant les pierres, que ce soit sur l'épée de Gryffondor ou sur le diadème de Serre d'Aigle. En effet, on ne sait pas vraiment à quelle date ont été créées ces reliques, mais on sait qu'elles ont appartenu au fondateur de Poudlard, et que Poudlard a été fondé vers les années 990, soit au tout début du Moyen-Âge. Or, à cette époque, les techniques de taille des pierres étaient encore très limitées, si bien qu'il aurait été impossible d'obtenir des résultats aussi parfaits que ceux que nous avons sur nos deux reliques. Pour qu'il n'y ait pas d'anachronisme, il aurait fallu que les pierres soient taillées de façon beaucoup plus sommaire, avec des facettes moins nombreuses et plus irrégulières, voire carrément, tout simplement en cabochon. Il y a à Poudlard un autre objet qui met les pierres précieuses sur le devant de la scène, ou plutôt 4 objets, puisqu'il s'agit des sabliers des 4 maisons. Comme vous le savez sûrement, à Poudlard, les élèves sont répartis entre les 4 maisons, que sont la maison Gryffondor, la maison Serre d'Aigle, la maison Serpentard et la maison Poufsouffle. Tout au long de l'année, les élèves peuvent faire gagner ou perdre des points à leur maison en fonction de leur comportement. Et à la fin de l'année, la maison avec le plus de points gagne la coupe des 4 maisons. Pour garder le compte des points tout au long de l'année, il existe à Poudlard 4 sabliers, un pour chaque maison, dans lesquels des pierres descendent à chaque fois qu'un élève gagne des points, et des pierres remontent à chaque fois qu'un élève perd des points. Le sablier des Gryffondor contient des rubis, le sablier des Serre d'Aigle des saphirs, le sablier des Serpentards des émeraudes et le sablier des Poufsouffles des diamants. Vous l'avez sans doute remarqué, mais la couleur des pierres correspond à la couleur de la maison. Rubis rouge pour Gryffondor, saphir bleu pour Serre d'Aigle, émeraude verte pour Serpentard et diamant blanc pour Poufsouffle. Ah mince, ça coince là. Ça, c'est ce que je dirais si j'étais pas gémologue. Parce que dans l'imaginaire collectif, les diamants sont blancs. Sauf que c'est pas tout à fait vrai. Les diamants peuvent être blancs, mais en réalité, ils peuvent être à peu près de n'importe quelle couleur. Mais la couleur la plus commune chez les diamants naturels, c'est le jaune. Donc finalement, on a des diamants jaunes pour Poufsouffle et tout est bien qui finit bien. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est que je ne pense pas que l'autrice de la saga Harry Potter ait choisi les diamants en sachant qu'ils étaient jaunes. Je pense qu'elle les a choisis tout simplement pour compléter le groupe de pierres précieuses les plus connues, que sont diamants, rubis, saphirs et émeraudes. Comme quoi, des fois, le hasard fait bien les choses. Pour l'anecdote, la production des films Harry Potter n'avait pas les moyens de mettre des vraies pierres précieuses dans les sabliers. On se demande pourquoi. Et du coup, ils ont dû trouver quelque chose pour remplacer les pierres, et ils ont choisi de mettre des perles colorées, ce qui est beaucoup moins magique. N'est que mon avis, mais c'est moins magique. Parlons maintenant d'un autre bijou du monde d'Harry Potter, le collier d'opale. Il s'agit d'un collier ensorcelé qui lance une malédiction à quiconque le touche. Le collier est composé d'opale, serti sur une monture en argent dans un style médiéval fantasy.
Les opales sont nombreuses et immenses, et elles ont une très belle couleur bleu-vert qui me fait grandement penser aux opales australiennes, qui sont très populaires de par leur couleur vive et chatoyante. Le fait de créer un collier maudit composé d'opales n'est pas anodin, car au Moyen Âge, les opales ont acquis la réputation d'être des pierres maudites. Cette réputation, elle vient du fait que les sertisseurs, qui sont les personnes qui sertissent les pierres sur les bijoux, étaient pénalisés financièrement s'ils cassaient une pierre. Or, les opales sont des pierres très fragiles qui résistent très mal à la chaleur et au choc. Et donc, il était très fréquent de casser une opale et donc d'être pénalisé financièrement. Cette mauvaise réputation vient s'accentuer au XIXe siècle lorsque l'auteur écossais Walter Scott publie un roman racontant l'histoire de Hermione, une sorcière portant une opale dans les cheveux. Un jour, l'opale est aspergée d'eau bénite et la sorcière tombe dans les pommes. Plus tard, Hermione disparaît, laissant derrière elle un tas de cendres. Encore une belle coïncidence puisque le personnage principal féminin de la saga Harry Potter s'appelle également Hermione. N'oublions pas que le monde d'Harry Potter est un monde magique. Et si jusque-là, les pierres dont nous avons parlé n'avaient aucun pouvoir, nous allons désormais parler de pierres qui ont bel et bien des pouvoirs magiques. L'une de ces pierres est au centre de l'intrigue du premier roman puisqu'il s'agit de la pierre philosophale. Dans le monde d'Harry Potter, la pierre philosophale a été créée par l'alchimiste Nicolas Flamel et il s'agit d'une pierre rouge orangée assez grosse qui a le pouvoir de transformer n'importe quel métal en or pur et permet également la création de l'élixir de longue vie qui permet à celui qui le boit de devenir immortel. L'origine du concept de pierre philosophale est incertaine. Certains l'attribuent à un alchimiste gréco-romain aux alentours de 300 après Jésus-Christ. D'autres disent que Dieu a révélé l'existence de la pierre philosophale à Adam et que ce secret s'est ensuite transmis oralement. Ce qui est certain, c'est que cette idée de pierre philosophale date au moins de l'Antiquité et que c'est la première conceptualisation de pierres artificielles, c'est-à-dire de pierres créées par l'homme et qui n'existent pas à l'état naturel. Dans le monde d'Harry Potter, Voldemort tente de s'emparer de la pierre philosophale, mais heureusement, Harry parvient à l'en empêcher. Suite à cela, la pierre est détruite. Ce qui est intéressant de constater, c'est que suite à la destruction de la pierre, Voldemort n'essaiera pas de créer sa propre pierre philosophale, alors que l'on sait qu'il s'agit d'un sorcier extrêmement intelligent et que la pierre philosophale aurait pu l'aider dans sa quête d'immortalité. Cela nous démontre que la création d'une pierre philosophale est un exploit unique réservé à quelques sorciers extrêmement puissants. Parlons à présent de la pierre la plus connue du monde d'Harry Potter, à savoir la pierre de résurrection. La pierre de résurrection est l'une des 3 reliques de la mort, et, d'après la légende, elle aurait été créée par la mort elle-même. Cette pierre a la faculté de permettre aux vivants de discuter avec les morts en faisant apparaître les morts dans une forme fantomatique. Les livres décrivent la pierre de résurrection comme une lourde pierre noire, aplatie, faisant environ 3 cm de diamètre et sur laquelle est gravé le symbole des reliques de la mort. Cette description ne correspond absolument pas à la représentation qu'en ont fait les films, à savoir une petite pierre sombre de forme pyramidale. La nature exacte de cette pierre ne nous est pas révélée, mais on peut essayer de la deviner. Commençons par la pierre de résurrection telle qu'elle nous est présentée dans les films. Cette petite pierre noire et pyramidale me fait énormément penser à un diamant noir. En effet, les diamants bruts ont une forme octaédrique, et cette petite pyramide pourrait bien être un demi-octaèdre de diamant noir. De plus, il faut savoir que dans certaines croyances, les diamants sont symboles d'éternité. Or, la pierre de résurrection est une relique de la mort
Et là où la vie est temporaire, la mort est éternelle. Maintenant, passons à la pierre de résurrection des livres. On nous dit qu'il s'agit d'une lourde pierre noire, ronde et légèrement aplatie, mesurant environ 3 cm de diamètre. Personnellement, cette description me fait énormément penser à de l'onyx. L'onyx est la variété noire de la chalcédoine, qui est une pierre de la famille des quartz. Les onyx peuvent se trouver sur des volumes assez importants pour faire des pierres de 3 cm de diamètre, et ils sont très régulièrement taillés en cabochon, ce qui pourrait correspondre à la description de pierres rondes et légèrement aplaties décrite dans les livres. De plus, les chalcédoines de toutes les couleurs sont régulièrement employées pour faire de la glyptique, qui est l'art de graver et de sculpter les pierres. Cela correspond bien à la description des livres, puisqu'on dit également que la pierre de résurrection est gravée du symbole des reliques de la mort. Le dernier argument en faveur de l'onyx, c'est la symbolique de cette pierre. En effet, durant l'époque victorienne, les bijoux de deuil se sont grandement démocratisés. Il s'agit, comme leur nom l'indique, de bijoux portés en période de deuil. Ces bijoux sont de couleur sombre et ils sont généralement sertis de pierres noires, en particulier l'onyx. L'onyx est donc associé au deuil, et donc la pierre de résurrection, elle aussi associée au deuil, pourrait bien être une onyx. Le seul contre-argument de cette théorie, c'est qu'on nous dit que la pierre de résurrection est relativement lourde, alors que les onyx, elles, ne sont pas connues pour être particulièrement denses. Donc, en conclusion, mes théories concernant la pierre de résurrection sont qu'il s'agit d'un diamant noir dans les films et d'un onyx dans les livres. Il est maintenant temps de noter la saga Harry Potter en termes de réalisme vis-à-vis des pierres précieuses. La note que je donne à cette saga est 7 sur 10. Une plutôt bonne note parce que, dans l'ensemble, les pierres sont plutôt bien représentées. Bien entendu, on a des éléments qui relèvent de l'imaginaire, mais on est dans un monde magique, donc c'est plutôt normal. Malheureusement, il y a quand même eu plusieurs incohérences que j'ai relevées, et certains détails qui sont plutôt relatifs au hasard, donc je ne peux pas mettre une meilleure note. Mes chers amis, nous voici déjà arrivés à la fin de cette vidéo. Je compte sur vous pour mettre un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec mes analyses et mes théories. Et aussi, dites-moi quelle œuvre vous voudriez voir dans la prochaine exploration gémologique. Je compte sur vous pour vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis à très vite dans de prochaines explorations gémologiques.